à la Cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser. À la Cantorade Science avec Xavier de Montride. Bonjour Xavier. Bonjour Bernard, bonjour à toutes et tous. Et donc nous allons passer en revue un peu Science Ouest du mois d'avril 2026. Et notamment d'abord le dossier, puis ensuite nous verrons d'autres articles, notamment sur la thèse en 180 secondes, les nouveaux gènes, le dessin, etc. On ne dit pas tout, vous allez découvrir. Alors d'abord les maladies neurodégénératives. Donc il y en a une tapée, la maladie d'Alzheimer, de Parkinson, la maladie de Charcot, les démences, la chorée de Huntington, les ataxies, etc., etc. Et donc très souvent c'est lié à des protéines qui sont déformées en quelque sorte, qui ont leur structure de déformée. Xavier, vous pouvez nous en parler un petit peu? Vous avez bien résumé les choses, Bernard. Effectivement, on a choisi dans ce numéro du mois d'avril de Science Ouest de braquer un petit peu nos projecteurs et d'aller à la rencontre des scientifiques autour de ces maladies neurodégénératives dont on parle beaucoup, qui concernent un nombre croissant de patients. On estime effectivement qu'il y en a plus d'une centaine de ces maladies, avec des noms, des causes, des symptômes qui sont différents. Mais il y a un point invariant, et vous venez de le dire, c'est que ça se passe au niveau du cerveau, la neurodégénérescence du cerveau. Et effectivement, on a cherché avec les scientifiques que nous sommes allés interviewer à comprendre les mécanismes, notamment en donnant un coup de projecteur sur deux des maladies sans doute les plus connues, Alzheimer bien sûr et Parkinson également, avec à chaque fois ce phénomène de protéines qui vient troubler le fonctionnement de nos neurones et de notre cerveau. Et ces mécanismes, s'ils sont connus, ne réussissent pas pour l'instant à être complètement endigués et soignés. Et c'est bien tout le problème de ces maladies qui nous renvoient aussi à la fin de vie souvent, à la question de l'aidance aussi, comment accompagner dans la maladie ces patients. Donc on a traité tous ces angles-là au travers de ce dossier avec, j'espère, pour celles et ceux qui vont nous lire, des réponses aux questions scientifiques qui se posent sur ces maladies. Oui. Et donc tout à fait. Pour la maladie de Parkinson, actuellement, on ne sait que y suppléer en quelque sorte en donnant de la dopamine, en vérité de la L-dopa, qui va rentrer dans le cerveau, parce que si c'est de la dopamine toute seule, elle ne peut pas rentrer dans la circulation cérébrale, mais on n'arrive pas à supprimer la cause, donc c'est-à-dire ces malformations des protéines qui apparaissent. On n'en connaît pas nécessairement le déterminisme, en tout cas, voilà, elles sont mal formées, ces protéines, et font que, par exemple, la dopamine ne sera pas libérée en provoquant tous ces troubles caractéristiques des gens atteints de la maladie de Parkinson. Il en est de même pour Alzheimer également, avec la protéine Tau, en l'occurrence, qui est mal formée aussi. On découvre le rôle de ces protéines dans notre fonctionnement. Alors, vous évoquiez les causes, Bernard, et vous avez raison, elles sont multifactorielles, comme on dit. Oui. On a tout de même eu envie de questionner la responsabilité, vous savez, des polluants environnementaux, qui sont souvent pointés du doigt à juste titre, notamment dans le domaine de l'agriculture, de l'industrie, enfin toutes ces pollutions auxquelles nous sommes de plus en plus soumis, avec évidemment ceux dont on parle de plus en plus, les fameux PFAS, les polluants éternels. PFAS. Il semble bien qu'il y ait quand même des liens entre ces expositions massives aux produits chimiques et puis les dérèglements qui sont constatés.
Oui. Et donc on a également enquêté de ce côté-là. Il y a une partie aussi intéressante où on parle de la démence telle qu'elle était perçue, notamment auparavant, la vieillesse, certes, mais aussi cette démence qui faisait peur, où on enfermait les gens dans des Oui, hospices. ça c'est vrai que vous savez qu'à Science Ouest, on aime interroger le présent, Oui. mais on regarde également un petit peu dans le passé ce que nous apprennent les épisodes des siècles précédents. Effectivement, sur cette question de la démence, au XIXe siècle, il y avait une stigmatisation tout à fait importante des personnes qui étaient atteintes de cette maladie. Et donc, on s'est replongé dans des archives, on a interviewé des historiens sur la manière dont on traitait, j'allais dire, dont on isolait d'ailleurs. Oui. C'était une mise à la marge complète ces malades, qui n'étaient pas d'ailleurs dans les bâtiments les plus centraux des établissements hospitaliers. On les reléguait tout au fond pour qu'on ne les voit pas et surtout qu'ils ne puissent pas perturber les autres malades, sachant qu'à l'époque la priorité c'était la guérison, et là comme ces malades on ne savait pas les guérir, eh bien on les éloignait, on les marginalisait. Oui. Un très bon passage aussi sur la maison des aînés et des aidants à Rennes aussi, qui est tout à fait performante et qui a le souci de considérer que les aidants peuvent souffrir également. Oui, l'aidance, c'est un marathon, nous a dit une des personnes que nous avons interviewées, qui accompagne son mari atteint d'une maladie neurodégénérative. Et cette maison des aînés et des aidants à Rennes, effectivement, elle a plusieurs objectifs, et notamment celui d'apporter une aide très concrète aux personnes qui sont en situation d'aidance et qui souvent se laissent un petit peu ne prennent pas plutôt en compte leur propre situation, s'effaçant devant le malade qu'elles accompagnent, alors qu'elles ont besoin aussi d'être accompagnées et de s'accorder du temps. C'est souvent ce que l'on dit. Et cette maison, elle est là pour ça, avec des personnels qui sont formés et qui peuvent apporter des soutiens tout à fait efficaces. Donc on est allé à leur rencontre, et ce reportage il donne aussi à voir l'humanité, je crois, importante qu'il y a derrière ces sujets. Il y a une dimension scientifique qu'on a bien abordée, mais il y a aussi cette dimension humaine et d'accompagnement qu'il faut surtout pas sous-estimer. Oui, il y a cette prise de conscience. Il existe aussi maintenant des cafés des aidants où les personnes peuvent se retrouver avec des personnes qui vont effectivement aider les aidants à mieux vivre leurs conditions. Voilà, le partage et la parole sont tout à fait essentiels. Ne surtout pas rester isolé et dans la solitude. Tout à fait, Xavier. Alors également, page 3, un petit article sur les nouveaux gènes dans l'océan austral. Ah oui, ça c'est une découverte scientifique, comme on les aime bien à Science Ouest. Allez, dites-nous, Xavier. Rapide. Il y a un chercheur breton qui a participé avec notamment des chercheurs de l'IUEM de Plouzané, l'Institut universitaire européen de Bretagne, Bretagne, oui. Et ils sont partis dans l'océan austral. Et figurez-vous que dans l'océan austral, autour du pôle sud, pour vous situer, des découvertes assez formidables ont été réalisées, puisque plus de 30 millions de nouveaux gènes, des gènes qui n'avaient pas été observés auparavant, ont été découverts dans cet océan austral au cours d'une étude qui a duré une dizaine d'années. Et cette grande diversité génétique, elle qui est présente chez des micro-organismes dans les eaux polaires, pourrait nous permettre de mieux comprendre comment fonctionne cet écosystème qui est encore relativement méconnu et qui pourtant, on le sait, est tout à fait essentiel pour notre équilibre terrestre. Voilà, donc c'est une plongée dans tous les sens du terme qui est tout à fait passionnante et qui intéressera, je pense, tous ceux qui s'intéressent à ces zones fragiles, ces océans lointains, inconnus, mais tout à fait essentiels. Donc beaucoup d'espoir pour la suite sur cet aspect également. Alors aussi que on en découvre toujours. C'est ça qui est fascinant. La recherche scientifique ne s'arrête jamais et il y a toujours des découvertes possibles. Bien sûr. Voilà. Autre article sur comment rendre les toilettes scolaires fréquentables. Eh bien, alors rien à voir avec le sujet précédent, mais il y a de la gêne aussi, mais c'est pas la même dans les toilettes scolaires. Figurez-vous que c'est une étude très sérieuse, un projet participatif qui a été réalisé en Bretagne, qui est en cours d'ailleurs,
avec une enseignante-chercheuse en santé publique à l'EHESP à Rennes, à l'école des hautes études en santé publique, qui s'appelle Emmanuelle Godot, et elle travaille justement sur la manière dont ces fameuses toilettes scolaires sont le lieu de gènes souvent très très perceptibles, de discrimination. On le connaît, on le sait, elles sont pas très propres, elles ne donnent pas envie, donc les élèves ne les fréquentent pas, avec tous les problèmes que ça peut avoir sur un plan physiologique, mais aussi psychologique. Et donc cet article est assez intéressant et original parce que il nous fait regarder ces petits coins d'une autre manière. Voilà. Tout à fait. C'est vrai qu'en France aussi, on avait du retard par rapport à l'Angleterre, par exemple, au niveau des toilettes ou des salles de bain, mais maintenant on prend beaucoup plus conscience de l'importance. Et alors dans l'article, on voit qu'il est possible d'en améliorer l'organisation, l'usage et avoir, notamment dans les établissements scolaires, une transformation assez rapide. Donc c'est tout à fait positif. Voilà, alors on passe aussi à un autre article, rien à voir encore, c'est ma thèse en 180 secondes, qui est une expérience précieuse pour les futurs chercheurs, des doctorants, donc ils vont acquérir leur capacité de synthèse pour synthétiser un travail qui peut durer 3, 4 à 5 ans, normalement c'est 3 ans pour une thèse. Et, 180 secondes, c'est 3 minutes. Il faut le faire. Effectivement, c'est la durée de ce fameux concours ma thèse en 180 secondes qui existe depuis 2014. 2014 exactement, et qui permet à des doctorants de pitcher, comme on dit maintenant, leur sujet de thèse en un temps record. Alors, ça présente pas mal d'intérêt pour celles et ceux qui y participent. Évidemment, on travaille la concision, on travaille la clarté, on travaille l'éloquence, et ce sont des qualités qui sont très utiles dans la suite de leurs travaux scientifiques. Nous sommes allés à la rencontre d'anciens lauréats, et lauréates de ma thèse en 180 secondes, qui ont accepté de nous expliquer ce que cette participation leur avait apporté. Et ils sont assez unanimes à considérer que ça a été un vrai déclic dans leur parcours et que cela leur a donné davantage confiance en eux. C'était même une ligne souvent sur leur CV qui faisait parfois un petit peu la différence. Et donc, il faut savoir que donc c'est un concours qui a lieu tous les ans. La prochaine finale régionale va avoir lieu à Brest dans quelques jours. Ce sera le 10 avril à la médiathèque des Capucins à Brest. Et puis après, il y aura une finale nationale. Donc c'est un concept qui est très bien rodé. C'est né en Australie, puis développé ensuite en Canada avant d'arriver en France, comme vous l'avez rappelé, Bernard, en 2014. Et depuis... il y a eu effectivement beaucoup de participants. Je crois que même que les organisateurs jouent à guichet fermé, sont obligés de limiter le nombre d'inscrits parce qu'il y a plus de demandes que d'offres. Oui, c'est vrai. À la fin d'une thèse, en général, on demande, enfin c'est pas en général, toujours, on demande le résumé de la thèse. Donc faut faire preuve de capacité de synthèse. Mais là, c'est encore plus important puisqu'il faut pouvoir s'exprimer en 180 secondes. Voilà, ça s'adresse à tout le monde. Tout à fait. Exactement. Donc il y a un vrai travail de vulgarisation. Encore un autre article intéressant, parmi d'autres d'ailleurs. Le dessin est un pivot entre l'art et la science. Peut-être vous pouvez nous en parler. Là, notre journaliste Violette Volou est partie à la rencontre d'une artiste rennaise dont le nom d'artiste est Colline. Alors, Colline, la première avec un seul L et avec un deuxième, avec deux L sur le deuxième. Colline, son vrai nom c'est Colline Zellal, et elle travaille avec beaucoup de délicatesse à dessiner à l'encre de Chine sur des reproductions de documents anciens, notamment des cartes marines, des vieux ouvrages, et c'est très joli, c'est très précis, et l'article nous permet d'aller à la rencontre de cette manière finalement de passer aussi les sciences, de vulgariser. On est vraiment là à la croisée entre l'art et les sciences, et avec un rapport au temps qui est très long, très précis. Elle dessine des animaux, elle dessine des plantes, mais avec beaucoup de respect de la réalité décrite. Et c'est à la fois très beau,
très précis et tout à fait scientifique. Donc ça avait tout à fait sa place dans la rubrique Cultivons les sciences de Science Ouest du mois d'avril. Avec beaucoup de rigueur. Il y a une belle baleine qui est dessinée au trait, là, très, très belle dans Science Ouest. Exactement. Et vous pouvez aller voir son site qu'on a mentionné dans l'article, qui permet de découvrir toute sa collection. Alors, la question de science, simplement, on n'en dit pas plus. Sommes-nous multitâches? Eh ben, la réponse est non. Il ne faut pas téléphoner en conduisant, par exemple. Absolument. Ça peut avoir des conséquences. Absolument. Alors, les livres aussi, on en parle un tout petit peu. Il y a un livre qui s'appelle Le rectangle de Lascaux, qui est d'un neurophysiologiste, biologiste, Stanislas Dehaene, chez Odile Jacob en 2026, très intéressant aussi. SOS Glacier, par Christian Vincent Guérin, aux éditions Paulsen en 2025 également. Et puis Trahir par fidélité, par l'astrophysicien de Grenoble, Aurélien Barraud, aux éditions des Liens qui libèrent en 2026. Peut-être que vous êtes en train de le lire, je crois. Je suis en train de nous en parler un petit peu, peut-être. Et de lire cet ouvrage qui est consacré à un mathématicien très très important du XXe siècle, dont le nom est malheureusement pas aussi passé à la postérité qu'il l'aurait dû. Il s'agit d'Alexander Grothendieck, et je vous invite vraiment à découvrir l'ouvrage d'Aurélien Barraud sur ce mathématicien qui avait à la fois une pensée mathématique, mais aussi holistique sur le monde, poétique aussi, radical certainement. En tout cas, beaucoup de force de caractère et de pensée qui méritent qu'on le redécouvre, même si on n'est pas mathématicien, ce qui est mon cas. Je ne suis pas mathématicien, mais j'apprécie beaucoup cet ouvrage. Voilà, je recommande. Mais il nous fait toujours de très très beaux ouvrages, Aurélien Barraud, très pertinents et un peu controversés parfois, mais en tout cas très pertinents, en tout cas. Voilà. Je considère qu'effectivement, on ne peut pas avoir une croissance infinie dans un monde fini. Donc, il est adepte d'une forme de décroissance ou en tout cas de sobriété qui peut effectivement être bienvenue. Un très bon livre d'Aurélien Barraud que j'ai lu il y a quelques années, L'infini et au-delà. Je vous le conseille aussi. Très bien. Eh bien, merci pour le conseil. Je rappelle que la sélection des ouvrages que nous publions dans Science Ouest nous est fournie par la Bibliothèque des Champs Libres. Tout à fait. Alors, peut-être que, Xavier, vous pouvez rappeler où on peut se procurer Science Ouest, peut-être. Alors, Science Ouest, vous pouvez évidemment vous abonner en ligne, par exemple, sur le site de Science Ouest. Vous pouvez aussi vous procurer les numéros en vous rendant notamment au Champ Libre, au laboratoire de Merlin, à l'Espace des Sciences à Rennes, cours des Alliés, mais également dans certaines bonnes librairies. Vous pouvez aussi solliciter vos libraires préférés pour qu'ils prennent un dépôt du magazine que vous puissiez ainsi retrouver. En tout cas, il y a plusieurs manières de se procurer Science Ouest, et le plus simple, évidemment, c'est de s'abonner. Eh oui, tout à fait. Donc, et voilà, on a fait un petit tour d'horizon. Donc, on vous recommande ce Science Ouest comme les autres, d'ailleurs, en tous les cas, celui du mois d'avril. Avec une couverture assez fascinante, cette vue du cerveau multicolore pour illustrer notre dossier sur les maladies neurodégénératives. Voilà, là aussi, la science et l'art se rejoignent. Là aussi, l'histologie aussi, entre autres, l'imagerie rejoint l'art aussi souvent. Tout à fait. Exactement. Ok, on vous souhaite à tous et à tous un très 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 bon week-end. Merci Xavier pour ce tour d'horizon de Science Ouest du mois. Merci beaucoup Bernard et à bientôt. Et à très bientôt pour le prochain numéro, et bon courage pour la préparation du mois de mai. Voilà. Nous y sommes. Je m'en doute, on s'en doute. Au revoir Xavier, à bientôt. Au revoir. Merci Bernard.